Bonjour, bienvenue pour la troisième unité, toujours concernant le transfert de l'information génétique par la reproduction sexuée et la génétique. On a vu dans le premier chapitre la reproduction sexuée et le rôle de la méiose et fécondation dans la diversité. Dans le deuxième chapitre, on va voir la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes et on va chercher quelles sont les lois de transmission des caractères d'une génération à une autre. Donc, chapitre numéro 2, les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires. Sachant que les pionniers de cette étude sont Mendel et Morgan. Pour Mendel, c'est un botaniste autrichien, c'est le père bien sûr fondateur de la génétique. Il a consacré 8 ans de sa vie à l'étude du croisement entre des petits pois et il a annoncé 3 lois concernant la transmission des caractères au cours de la reproduction sexuée. Sachant que le petit pois, c'est une légumineuse choisie par Mendel pour ses expériences, cette espèce est facile à cultiver car son cycle de développement est assez court, quelques mois de la graine à la graine. Il existe plusieurs variétés de petits pois, à tiges longues et ou courtes, à graines vertes ou jaunes, à cotylédons jaunes ou verts, à graines lisses ou ridées, etc. Cette plante se caractérise par une fleur bisexuée, pistil et étamine. La fleur est fermée, donc elle est autoféconde. C'est une espèce prolifique. Une graine donne une plante qui produit après fécondation de nombreux fruits appelés gousses et dans chaque gousse on trouve de nombreuses graines. Donc à partir d'une seule graine, on peut avoir des centaines de graines. Alors que Morgan, qui est un Américain, quant à lui, il a effectué des croisements sur des races de drosophiles. Et ces études ont permis de déterminer l'emplacement des gènes sur les chromosomes. La drosophile est une petite mouche, 3 à 4 mm, abondante sur les fruits mûrs. Elle est très utilisée par les généticiens pour plusieurs raisons. La facilité de son élevage, les mâles se distinguent aisément des femelles par leur abdomen court, arrondi et noir. Son cycle de développement est très court et après 12 jours seulement de leur éclosion, les larves deviennent des adultes et peuvent se reproduire. Elle est très prolifique. Une femelle peut donner 200 à 300 descendants au cours de sa vie. Son équipement chromosomique est très réduit, 2 est égal à 8 chromosomes. L'existence d'un grand nombre de lignées mutantes présentant des caractères héréditaires très variés. Couleur des yeux, couleur du corps, aspect des ailes, etc. Donc tout ça va nous aider à comprendre ces lois statistiques de transmission des caractères héréditaires chez différentes espèces. Et on commence par poser les problématiques du chapitre. Avons-nous déjà vu un chien naître d'un mouton, un lapin naître d'un chat, une rose formée à partir d'un pois, un sapin provenir d'un gland? Évidemment non. Nous entendons toujours « elle a les yeux de son père, le nez de sa mère » ou encore « c'est le visage » ou « c'est le vrai portrait de son grand-père » ou de sa grand-mère. Mais comment se fait-il que nous héritions les mêmes défauts et les mêmes qualités que nos parents? En avons-nous le choix? La génétique répond à ces questions, car cette science biologique étudie les facteurs porteurs de ces caractères et leur transmission d'une génération à une autre. Chaque être vivant comporte des caractères spécifiques faisant qu'il est semblable, quoique non absolument identique à ses parents. Remarquez ces enfants, ils ne sont pas identiques à leurs parents. Cette fille, elle ressemble à son père, mais elle n'est pas identique. Même ces zèbres, ils ne sont pas identiques. Chaque individu, animal ou végétal, présente des caractères d'origine paternelle et ou maternelle, mais parfois ils présentent des caractères de l'un des parents et parfois des caractères différents des caractères parentaux. En revanche, d'autres caractères peuvent être modifiés par les conditions de vie. Il s'agit de caractères acquis, qui sont le plus souvent réversibles. Et ça, c'est pas notre problème. Les caractères héréditaires se transmettent chez les diploïdes d'une génération à une autre par le biais de la méiose et la fécondation comme on a vu dans le premier chapitre. Ceci est soumis à des lois statistiques qui permettent de connaître le mode de transmission de ces caractères. Et on se pose les questions suivantes.
Comment expliquer la transmission des caractères héréditaires des parents aux descendants? Quelles sont les lois statistiques qui expliquent la transmission de caractères héréditaires à travers les générations et permettent-elles de prévoir le résultat d'un croisement donné? Et comment expliquer l'apparition de nouveaux caractères héréditaires? Et c'est ça qui donne le titre du chapitre numéro 2, les lois statistiques de la transmission des caractères chez les diploïdes. Rappel et écriture conventionnelle que vous devez savoir pour pouvoir résoudre les problèmes de génétique. On va donner ici les termes et leur définition. Comme terme, on a diploïde. Un organisme diploïde est un organisme ou une cellule qui possède des paires de chromosomes homologues. Un chromosome venant du parent mâle et un autre du parent femelle possède donc deux exemplaires de chaque gène. Par exemple, les cellules somatiques, cellules du corps, on parle de cellules diploïdes car elles contiennent un nombre diploïde de chromosomes, 2 N chromosomes. Le nombre de chromosomes dans une cellule somatique est identique pour tous les individus d'une même espèce. C'est ce qu'on a appelé le karyotype. Haploïde. C'est un organisme haploïde est un organisme ou une cellule qui est seulement pourvu d'un seul exemplaire de chromosomes homologues, donc contient un seul allèle de chaque gène. Il contient un seul type de chaque gène. Par exemple, les cellules germinales, les gamètes. Le chromosome. Le chromosome représente le support de l'information génétique contenant la molécule d'ADN, responsable des différents caractères héréditaires. Chaque espèce possède un nombre constant de chromosomes et toutes les cellules d'un individu possèdent le même karyotype sauf au niveau des gamètes. Selon les espèces, la formule chromosomique varie et en plus en fonction du sexe. Dans l'espèce humaine par exemple, 2 N est égal à 22 paires d'autosomes et une paire de chromosomes sexuels, ou gonosomes. Ces chromosomes sexuels sont notés X et Y, la femelle XX et le mâle XY. Par convention, les chromosomes sont représentés par des traits parallèles, horizontaux ou obliques. Caractère héréditaire. Un caractère, c'est tout paramètre observé d'une cellule ou d'un individu, tel la taille, la couleur, la forme, l'aspect du nez, les oreilles. On dit qu'un caractère est génétique quand il est transmissible d'une génération à l'autre selon des lois de l'hérédité. Un caractère est contrôlé par un gène qui se trouve à des emplacements semblables sur les chromosomes homologues. La position d'un gène s'appelle un locus. Alors, qu'est-ce que c'est un gène? Un gène est donc une portion ou une petite portion d'une molécule d'ADN, c'est-à-dire un fragment d'ADN, responsable d'un caractère héréditaire donné. Par exemple, la taille du nez, la couleur des yeux, le type de cheveux, la couleur de la peau, la grandeur, etc. C'est un élément physique et fonctionnel de l'hérédité qui transmet une information d'une génération à la suivante. Chez les diploïdes, chaque gène est présent en double exemplaire, occupant toujours le même emplacement sur chacun des deux chromosomes homologues, situés l'un en face de l'autre. Alors que l'allèle, c'est une ou plusieurs formes alternatives que peut avoir un gène, mais un individu diploïde ne peut porter plus que 2 allèles différents pour un gène donné. Chaque cellule diploïde d'un individu contient seulement 2 exemplaires pour chaque gène, soit identiques, soit différents. Les allèles sont représentés sur chaque chromosome par le même symbole, par exemple P pour un poids géant ou petit p pour un poids nain, c'est-à-dire on représente le gène considéré par une abréviation, grand A ou petit a ou VG+, ou VG-, etc. Par exemple, si on prend la couleur des yeux, chez l'homme, il peut être bleu, noir, brune, verte, bleu ciel, etc. Donc là, on a 5 allèles. Mais pour une personne, un homme ou une femme, il ne peut avoir seulement que 2 allèles au lieu de 5, car un allèle provient du père et l'autre provient de la mère. Qu'est-ce que c'est un homozygote? Un individu homozygote est un organisme ou une cellule qui possède 2 allèles identiques pour chacun des gènes considérés sur un même locus pour chacun de ces chromosomes homologues. On parle aussi de la souche pure ou lignée pure, pour laquelle les caractères se retrouvent inchangés
d'une génération à une autre. Et on note grand A ou petit a. Donc elle a les mêmes allèles. Alors que l'hétérozygote, c'est un organisme ou une cellule qui possède deux allèles différents pour chacun des gènes considérés, sur un même locus pour chacun de ces chromosomes homologues. On parle aussi de souche hybride ou ou lignée hybride. Et on note grand A, petit a. Le génotype, c'est la combinaison d'allèles pour tout caractère donné que possède une cellule ou un organisme. L'ensemble des différents allèles des différents gènes constitue ce qu'on appelle le génome. Convention d'écriture, c'est entre parenthèses, c'est-à-dire le chromosome, avec A et petit a, les deux allèles différents d'un même gène. Donc un individu peut être soit grand A, petit a, s'il est hétérozygote, soit grand A, s'il est homozygote, ou petit a, s'il est homozygote. Par contre, le phénotype, c'est l'ensemble des caractères physiques ou physiologiques apparents, visibles d'une cellule ou d'un organisme, en tant que résultat de l'expression du génotype dans un environnement donné. Par convention, on écrit le phénotype entre crochets, contenant l'abréviation ou le symbole du caractère apparent, soit grand A, soit petit a, c'est-à-dire le caractère qui va apparaître. Le monohybridisme, d'abord l'hybridation, est un croisement entre individus nettement différents par un caractère ou plus, et appartenant ou pas à la même espèce, et l'on résulte un individu hybride, ce qu'on a appelé lignée hybride. Et lorsqu'on parle de monohybridisme, c'est l'ensemble ou c'est l'étude de la transmission d'un caractère, un seul caractère héréditaire, contrôlé par un gène, c'est-à-dire un couple d'allèles, c'est-à-dire que les deux souches parentales croisées ne diffèrent que par les allèles d'un seul gène. Par convention, la génération initiale ou génération parentale est dénommée P, parent, P. Et les générations suivantes ou générations filiales vont être désignées par F1, F2, F3, selon leur ordre d'apparition. Monohybridisme, c'est-à-dire qu'on va étudier seulement un seul caractère, soit la couleur des yeux ou la longueur du poil. Le dihybridisme est l'étude de transmission de deux caractères héréditaires contrôlés par deux gènes. Donc on a deux couples d'allèles, c'est-à-dire 4 allèles. Par exemple, on va étudier la couleur des yeux et la longueur du poil. Alors que le polyhybridisme est l'étude de la transmission de 3 caractères héréditaires au plus, contrôlés par 3 gènes au plus, 6 allèles au plus, couleur des yeux et longueur du poil et aspect des oreilles. Donc après ces définitions, on va entamer notre cours par la situation problème concernant le monohybridisme. Comme on l'a dit tout à l'heure, le monohybridisme est le croisement de deux individus appartenant à deux lignées pures et différents par un seul caractère. Donc on va étudier la transmission d'un seul caractère, c'est-à-dire un seul gène, c'est-à-dire un couple d'allèles. Ce gène peut être porté par un autosome ou par un chromosome sexuel. Donc là ici, on voit des souris qui diffèrent par la couleur de leur peau. Là, on a le drosophile qui diffère par la forme des ailes. Là, les graines diffèrent par la couleur des graines. Et là, l'individu ou l'être humain diffèrent par la couleur de leurs yeux. Donc, on va étudier seulement un seul caractère. Donc, d'après ce texte, on peut poser les questions suivantes. Comment savoir si le gène est porté par un chromosome autosomal ou chromosome sexuel? Et comment étudier la transmission d'un caractère, c'est-à-dire un gène, porté par un chromosome autosomal ou chromosome sexuel? Et on commence par le cas de gène porté par un autosome. Chez les êtres diploïdes, chaque chromosome est représenté par 2 exemplaires. Ça, à ne pas oublier. L'un provenant du père biologique et l'autre provenant de la mère biologique. Chacun des deux chromosomes porte un allèle. Donc voilà le chromosome du père, voilà le chromosome de la mère. Et chaque chromosome, bien sûr, porte un allèle. Du gène étudié dans un locus déterminé. Voilà, un locus déterminé. Vous vous rappelez bien que
avant la division, c'est-à-dire la méiose, il doit y avoir une réplication. Et lors de cette réplication, il y a duplication de l'ADN. Donc l'ADN parental va être dupliqué en deux. C'est pourquoi ici on a deux locus. De même pour la mère. Et les deux allèles peuvent être semblables chez l'être homozygote, grand A, ou petit a, ou différents chez l'être hétérozygote, grand A, petit a. Donc, comme question, comment expliquer l'expression de l'un ou l'autre allèle du même gène? Si on a un individu hétérozygote, grand A, petit a, lequel des deux allèles va être exprimé? Par contre, ici, grand A, c'est grand A qui va être exprimé. Petit a, c'est petit a qui va être exprimé. Donc, on a ici le problème, lequel des deux va être exprimé. Et comme premier cas, la plupart des travaux de Mendel ayant porté sur le petit pois appelé Pisum sativum. Nous commencerons par décrire quelques-unes de ces expériences portant sur l'hybridation de lignées parentales différentes par un seul caractère. C'est ce qu'on appelle le monohybridisme. Mendel réalise un premier croisement entre deux races pures de pois qui diffèrent par la couleur des graines jaune ou vert. Donc jaune et vert. À la première génération notée F1, il n'obtient que des pois jaunes. Elle laisse s'autoféconder, c'est-à-dire le pois jaune, et le laisse s'autoféconder F1 fois F1, et on obtient 519 plantes à la deuxième génération notées F2, 166 plantes à graines vertes et 353 plantes à graines jaunes. Elle réalise un troisième croisement entre les plantes jaunes de la première génération F1 et des plantes vertes et obtient une génération composée de 150 plants jaunes et 148 plants verts. Donc voilà les résultats qu'on a obtenus et les questions. À l'aide d'un raisonnement rigoureux, expliquez les résultats obtenus lors de ces croisements successifs en répondant aux questions suivantes. Quels sont le ou les caractères étudiés? La génération F1 est-elle homogène et que peut-on déduire? Quel est ou quels sont les allèles dominants ou récessifs et donner la représentation des génotypes des parents et des descendants F1? Donner une interprétation chromosomique pour expliquer comment a-t-on obtenu la génération F2, c'est-à-dire à partir de F1 fois F1? Et quelle explication génétique pouvez-vous donner au résultat du troisième croisement et quel peut être son intérêt? Donc, comme toujours, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo et essayez de répondre aux questions. Puis, redémarrez-la pour trouver les réponses et les comparer. Donc, comme première question, quels sont les caractères étudiés? D'après les données qu'on a, on étudie un seul caractère qui est la couleur des graines. C'est pourquoi on parle de monohybridisme. Le caractère étudié par Mendel est la couleur des graines, contrôlée par un gène à deux allèles, c'est-à-dire l'allèle jaune et l'allèle vert. La génération F1 est-elle homogène? Le premier croisement, on a obtenu une génération, toutes les graines sont jaunes, donc la génération elle est homogène. À la génération filiale F1, tous les petits pois obtenus sont jaunes. Génération uniforme, homogène, phénotypiquement. Pourtant, un caractère de l'un des parents. On déduit que les parents sont homozygotes et de race pure. Et c'est ça la première loi de Mendel. C'est ce qu'on appelle la loi de l'uniformité. Des individus de la première génération qui stipulent que le croisement entre deux individus de race pure donne à la première génération des individus ayant tous le même phénotype. C'est-à-dire, obtenir une génération en F1 homogène montre que les parents sont de race pure. Ça, c'est la première loi de Mendel. Donc, troisième question, quel est l'allèle ou les allèles dominants et récessifs? C'est-à-dire dominant qui va apparaître, le récessif n'apparaît pas, et donner leur génotype. Donc,
Les individus jaunes de la génération F1 sont hétérozygotes. F1 est hétérozygote. Ils vont avoir l'allèle vert et l'allèle jaune. Donc, ils ont deux allèles différents. Donc, ils sont hétérozygotes, hybrides. C'est-à-dire, ils portent les deux allèles différents, jaune et vert. Mais, un seul des deux allèles se manifeste, s'exprime. L'allèle parental jaune qui apparaît chez l'hybride de la première génération F1 qui s'exprime est dit dominant, est désigné par une lettre majuscule grand J. L'allèle qui n'apparaît pas en F1, ici le vert, est dit récessif, est désigné par une lettre minuscule, soit petit v. On dira qu'un allèle est récessif s'il ne s'exprime pas en présence d'un allèle dominant. Déterminons le génotype des parents. On sait que les parents sont homozygotes. Donc, ils ont les mêmes allèles. Par contre, le F1, il est hétérozygote, il a les allèles différents. Donc, le parent jaune, il va avoir JJ, homozygote. Le parent P2 vert, il va avoir petit v, homozygote. Enfin, la génération F1 jaune, hétérozygote, il va avoir J, petit v. Remarque, les individus de race pure, homozygote JJ ou VV, vont donner à la méiose un seul type de gamète, soit J, soit petit v. Par contre, les individus hybrides hétérozygotes J petit v vont donner à la méiose deux types de gamètes, un demi J et un demi petit v. Donc, aux mêmes proportions. Ça, bien sûr, va nous aider pour l'interprétation chromosomique qu'on nous demande à la quatrième question. Donner une interprétation chromosomique. Donc, interprétation chromosomique, c'est-à-dire on va représenter le transfert de ces caractères, de ces allèles, des parents à F1. Donc, en premier croisement, les parents P1, P2, leur phénotype jaune entre crochets, donc J entre crochets et vert, petit v entre crochets, génotype qu'on a démontré tout à l'heure, JJ et VV, et on a dit que à la méiose, les jaunes vont donner un seul type de gamète J, et les autres vont donner un seul type de gamète, c'est-à-dire petit v. Leur rencontre à la fécondation, c'est-à-dire pour obtenir la génération F1, va donner un œuf qui contient les deux allèles différents, grand J, petit v, donc hétérozygote, et puisque J est dominant, c'est lui qui va être exprimé, c'est lui qui va être visible, et on va avoir des graines qui sont jaunes, avec un pourcentage 100% de poids jaune. Donc voilà notre explication avec les chromosomes indiqués. Quelle explication génétique pouvez-vous donner au résultat du troisième croisement? Le troisième croisement qu'on a ici. Donc ça c'est pour la génération F1. Maintenant on va voir pour la génération F2. Donc interprétation chromosomique du deuxième croisement. En croisant ensuite les hybrides de la première génération, les voilà, on va avoir une génération qui n'est pas homogène, donc une génération qui est hétérogène, eh bien leur nombre n'est pas le même. Donc, parents F1 fois F1, leur phénotype graine jaune, leur génotype, puisqu'ils sont hétérozygotes, grand J, petit v, et on sait qu'à la méiose, ces individus vont donner deux types de gamètes avec le même pourcentage. À la fécondation, les gamètes vont se rencontrer d'une façon aléatoire. Alors, pour montrer ça, on va mettre un échiquier. Un échiquier de croisement au carré de Punnett consiste à établir un tableau à double entrée où sont représentés sur une ligne horizontale et sur une colonne verticale les différents types de gamètes que forment les parents. Il suffit ensuite de procéder à la réunion des gamètes mâles et femelles dans chaque cas pour obtenir le produit de la fécondation, ou ce qui revient au même, les différents génotypes résultant du croisement et leur distribution relative. Donc, pour montrer cet échiquier, voilà. Donc, c'est un tableau à double entrée. On a ici les gamètes mâles et là les gamètes femelles ou l'inverse, pas de problème. Donc, ici, on va avoir un demi pour le gamète J, un demi pour le gamète petit v et ainsi de suite pour l'autre. À la rencontre des gamètes J, l'un parental, l'autre maternel, le phénotype qu'on va avoir ici, c'est le jaune qui va être exprimé. Là, hétérozygote, c'est le jaune qui va être exprimé. Là aussi, hétérozygote, c'est le jaune qui va être exprimé.
le vert avec le vert va donner un individu qui est homozygote et bien sûr, il va avoir l'expression de l'allèle petit v, c'est-à-dire vert, et va donner des graines vertes. Les individus F1 issus d'un croisement F1 fois F1 entre hybrides, c'est-à-dire entre hybrides, constituent une génération hétérozygote d'individus différents les uns des autres. Cette différence s'explique par une disjonction, séparation des caractères allèles au moment de la formation des gamètes qui sont donc purs. Et ça, c'est la deuxième loi de Mendel. C'est la loi de la pureté des gamètes qui stipule que le gamète ne porte qu'un seul des gènes allèles présents chez ses parents. C'est-à-dire, un parent homozygote donne seulement un seul type de gamète. Par contre, l'individu hétérozygote, qui a grand A, petit a par exemple, va donner deux types de gamètes, un portant grand A, l'autre portant petit a. Donc, chaque gamète n'a qu'un seul allèle. En F2, les deux caractères parentaux jaune et vert dominant et récessif réapparaissent, mais dans un rapport 3-1. Donc, en F2, là, les deux caractères parentaux vont réapparaître, mais dans des pourcentages différents. Là, on a 3 quarts et là, on a 1 quart. Voilà. Jaune, 3 sur 4, donc 3 quarts. Le vert, 1 sur 4, c'est-à-dire 1 quart. 3 quarts d'individus, 75% présentant le caractère dominant possédant le phénotype graine jaune, de génotype grand J et grand J petit v, et un quart d'individus, 25% seulement, présentent le caractère récessif possédant le phénotype graine verte, de génotype petit v. Et comme dernière question, quelle explication génétique pouvez-vous donner au résultat du troisième croisement? Le troisième croisement qu'on a ici un individu F1 qui est hétérozygote avec un individu vert. Les graines vertes, on sait qu'ils sont homozygotes et récessifs. Donc leur croisement va donner une génération qui est hétérogène, comme ici, mais de pourcentage identique, un demi. Donc c'est pas le même croisement qu'on a ici, F1 fois F1. Interprétation chromosomique du troisième croisement retour, c'est-à-dire un croisement en retour, c'est-à-dire on va croiser le F1 avec l'un de ses parents récessifs. Sachant que les individus F1 à phénotype dominant peuvent être homozygotes JJ ou hétérozygotes J petit v. C'est-à-dire on a pris un individu F1 et on ne sait pas s'il est JJ ou s'il est JV. Donc on a deux cas à traiter. Le premier cas, l'individu J, c'est-à-dire jaune, va être homozygote. Le deuxième cas, l'individu J va être hétérozygote. Et on fait la même chose, c'est-à-dire l'interprétation chromosomique. On a ici le résultat 100% de poids jaune, alors qu'ici, on a un demi de poids jaune et un demi de poids vert. On constate que les résultats obtenus diffèrent en fonction du génotype de l'individu dominant testé. C'est-à-dire les résultats 1 demi au 100% diffèrent en fonction du génotype de l'individu testé, c'est-à-dire les graines jaunes. Si le résultat du croisement donne 100% de phénotype dominant, l'individu testé ainsi croisé est de génotype homozygote ou de race pure. Si le résultat obtenu donne un demi, c'est-à-dire un demi de phénotype dominant jaune et un demi de phénotype récessif vert, l'individu testé a phénotype dominant croisé et de génotype hétérozygote ou hybride. Du fait qu'un homozygote dominant et un hétérozygote ont même phénotype et seul un croisement retour permet de lever cette ambiguïté, l'intérêt du croisement retour est de déterminer le génotype sous-jacent à un phénotype dominant. Donc consiste à déterminer la pureté d'un individu F1. Remarque, il existe deux types de croisement en retour. Il y a ce qu'on appelle le test cross et ce qu'on appelle le back cross. Le test cross consiste à croiser un individu au phénotype dominant, le testé, avec un individu de phénotype récessif dans le but de déterminer sa pureté. Le back cross est le croisement entre un individu et le parent récessif. Il s'agit du croisement d'un hybride F1 avec l'un des deux parents de lignée pure. Ce parent peut être dominant ou récessif. Ce qui est à retenir.
Dans le cas de la dominance, là, le premier cas, on a vu qu'il y a une dominance entre les deux allèles. Le croisement P1 fois P2, parents de phénotypes différents, donne une génération F1 homogène. On peut conclure que les parents sont de race pure et la première loi de Mendel est applicable et que l'allèle récessif ne s'exprime que dans le cas d'homozygote récessif. Et que le croisement F1 fois F1, c'est-à-dire entre les hybrides, va donner 3 quarts de phénotype dominant et 1 quart de phénotype récessif. Alors que le test cross se fait entre un individu testé de phénotype dominant et un autre récessif dans le but de déterminer le génotype de l'individu testé. Si les proportions statistiques obtenues sont 1,5, c'est-à-dire 50-50, l'individu testé est hétérozygote. Si les proportions sont de 100%, l'individu testé est homozygote et de lignée pure. Alors, on va voir maintenant un deuxième cas. Chez les belles de nuit, plantes diploïdes, la couleur des fleurs est gouvernée par un gène dont on connaît les deux allèles. Un allèle qui est à l'origine de la couleur rouge dirige la synthèse d'un pigment rouge, un allèle qui ne permet aucune synthèse, la fleur qui porte cet allèle seule est blanche. Ces deux variétés de fleurs sont des lignées pures, car une variété à fleurs rouges donne systématiquement par reproduction sexuée des descendants à fleurs rouges. De même, le croisement de la variété à fleurs blanches entre elles ne donne que des fleurs blanches. Un horticulteur croise à la génération parentale P une variété d'hibiscus à fleurs rouges avec une autre variété à fleurs blanches et obtient en première génération F1 des hybrides roses tous semblables. Puis il croise deux de ces fleurs roses, c'est-à-dire F1 fois F1, et obtient à la seconde génération F2 avec des proportions 98 belles de nuit, c'est-à-dire hibiscus à fleurs rouges, 201 à fleurs roses et 101 à fleurs blanches. Vous avez ici des questions. Quelle hypothèse avancez-vous en ce qui concerne les relations de dominance entre certains de ces phénotypes? Déterminer à partir de l'analyse du premier croisement les génotypes correspondant aux différents phénotypes observés. Retrouver à l'aide d'un échiquier de croisement les proportions statistiques des individus de la génération F2, c'est-à-dire rose fois rose, F1 fois F1, et que peut-on déduire? Arrêtez la vidéo pour répondre à ces questions et ensuite démarrez là. Donc, d'après nos constatations, on a ici des fleurs rouges avec des fleurs blanches, donc des fleurs roses. La génération, elle est homogène, donc les deux parents sont de race pure en appliquant la première loi de Mendel. Seulement, cette génération de fleurs roses donc est l'apparition d'un nouveau phénotype qui est intermédiaire entre le phénotype des deux parents. C'est-à-dire cette génération n'est ni blanche ni rouge comme l'un des parents, mais elle a un phénotype nouveau. Le caractère couleur de la fleur est représenté chez les parents par donc les parents sont de lignée pure d'après la première loi de Mendel. Seulement, dans ce cas, le phénotype des individus F1 est différent de celui des parents, ne ressemble à aucun des deux parents. Plante à fleurs roses qui est une couleur intermédiaire entre celle des parents rouges et blancs. Et il est aisé de supposer que chez les individus F1 hétérozygotes, les deux allèles rouge et blanc se sont exprimés en même temps pour donner une coloration rose et on parle de la dominance partielle ou incomplète. C'est-à-dire que les deux allèles du gène s'expriment tous les deux selon le phénotype et on représente les allèles par deux majuscules, le rouge grand R et le blanc par grand B. Ainsi, et les gènes allèles sont portés par les autosomes, car on est dans un cas d'autosome. Comme deuxième question, déterminer à partir de l'analyse du premier croisement les génotypes correspondant aux différents phénotypes observés. Déterminons les génotypes des différents phénotypes observés à partir de l'interprétation chromosomique du premier croisement entre les parents P1 P2. Voilà donc P1 rouge, P2
blanche, puisqu'elles ont le même degré de dominance, on va les représenter en majuscule, grand R, grand B. Et on a dit, d'après la première loi de Mendel, que le rouge, elle est homozygote, le voilà RR, l'autre B, le blanc, il est aussi homozygote, grand B, grand B. Et on sait que, lors de la méiose, les homozygotes n'ont donc qu'un seul type de gamète. Voilà R et voilà B. Leur rencontre va donner des individus roses. C'est-à-dire, ils vont contenir à la fois les allèles rouges, enfin l'allèle rouge et l'allèle blanc. Et on va noter le phénotype rose RB ou BR. Donc les phénotypes des parents P1, R, P2, grand B, alors que F1 c'est BR. Leur génotype parents homozygote RR, P2 blanc homozygote BB, et les F1 qui sont hétérozygotes vont être BR. Donc, phénotype des parents, P fois P2, RR comme génotype, vont donner un seul type de gamète. Leur rencontre va donner ce génotype dont l'expression va donner la coloration rose. Troisième question, retrouvez à l'aide d'un échiquier de croisement les proportions statistiques des individus de la F1, de la F2, rose-rose. C'est-à-dire, lorsqu'on va croiser les fleurs roses entre elles, on va avoir trois phénotypes qui vont apparaître. Les deux parentaux, blanc et blanc, enfin rouge et blanc, et le nouveau phénotype qui est le rose. On demande de faire un échiquier de croisement. Donc, vous voyez ici qu'on a les génotypes F1 fois F1, leur génotype le voilà, leurs gamètes vont donner deux types de gamètes de même proportion et qu'on va mettre dans l'échiquier et voilà ce qu'on va avoir. Donc voilà l'interprétation qu'on peut donner. Donc RR rouge, RB rose, RB rose et BB blanc. Puisque les gamètes ont une proportion de 1,5, leur rencontre va donner un quart, un quart, un quart, un quart. Et ainsi, on va avoir un quart de fleurs rouges, un quart de fleurs blanches et un demi, c'est-à-dire deux quarts et un demi de fleurs roses. Si on compare ces proportions théoriques avec les proportions expérimentales, ça c'est théorique et ça c'est expérimental. Lorsqu'on compare ces proportions, on constate qu'ils sont identiques. Remarquez, on fait le pourcentage. BR rose 201 sur le total qui est 400. 201 divisé par 400 multiplié par 100 donne 50,25. L'autre 25, 25, l'autre 24, 50. Donc ces valeurs correspondent à 50, 25, 25, donc un demi, un quart, un quart. On constate que les proportions statistiques théoriques sont compatibles ou sont comparables aux proportions statistiques expérimentales, ce qui justifie nos réponses. Que peut-on déduire? À partir du croisement F1 fois F1, l'obtention des proportions 1 quart, 1 demi, 1 quart caractérise le cas de monohybridisme, c'est-à-dire on parle toujours de transfert d'un seul caractère, avec dominance incomplète des allèles du gène étudié, cas de codominance. Donc on parle de codominance puisque les deux allèles s'expriment. Ceci correspond à une situation où le phénotype de l'hétérozygote est intermédiaire entre ceux des deux homozygotes sur une échelle de mesure des phénotypes, car il exprime à la fois le phénotype des deux homozygotes. À retenir, les deux allèles déterminant un caractère peuvent posséder la même force d'expression et donc participent tous les deux à l'expression du phénotype observé. Dans le cas d'absence de dominance ou codominance, la génération F1 présente un caractère souvent intermédiaire entre les deux parents purs. La F2 présente trois phénotypes différents qui correspondent à trois génotypes différents. 25% homozygote pour les premiers allèles, 25% homozygote pour le deuxième allèle et 50% hétérozygote portant le caractère intermédiaire, c'est-à-dire portant les deux allèles. Étudions maintenant un troisième cas. Cas de vaches rouges et blanches. Le croisement.
de vaches blanches avec des taureaux rouges donne une génération F1 composée de vaches rouges tachetées à blanc. Remarquez ici, on a ici un taureau rouge avec une vache blanche. Leur croisement donne des vaches rouges et blancs. L'éleveur de vaches laisse les vaches F1 se reproduire entre elles et il obtient 60 veaux. Comme question, que peut-on déduire de la transmission des caractères étudiés? Donner l'interprétation chromosomique du deuxième croisement et déterminer le nombre de veaux rouges tachetés. C'est-à-dire, à partir de ce croisement, on va obtenir ces trois phénotypes. Il a obtenu 60 veaux. Combien il va y avoir de veaux tachetés? Donc, c'est un petit problème. Vous devez résoudre. Pour cela, n'oubliez pas d'arrêter la vidéo et essayez de répondre aux questions tout seul, bien sûr. Puis, on revient à la correction. Donc, le caractère étudié ici, c'est la couleur des vaches, contrôlée par un gène à deux allèles qui sont le rouge et le blanc. Donc, on est toujours dans le monohybridisme. Du premier croisement entre les vaches blanches et taureaux rouges donne une génération de vaches phénotypiquement différentes des phénotypes de leurs parents, rouge tacheté de blanc. Ceci est dû à l'expression des deux allèles, donc il s'agit d'un cas de codominance. Et on note les allèles par des lettres en majuscules, R pour rouge et B pour blanc. Deuxième réponse, l'interprétation chromosomique. Donc on a les parents F1 fois F1 qui sont ceux-là. Ceux-là, bien sûr, ils sont hétérozygotes car ils ont un allèle blanc et un allèle rouge. Donc ils sont hétérozygotes. Et bien sûr, ils ont une coloration tachetée qu'on a notée BR, BR. Donc ils vont donner deux types de gamètes aux mêmes proportions 1,5. Le tableau d'échiquier va nous rappeler ce qu'on a vu tout à l'heure, blanc 1/4, rouge 1/4 et le rouge tacheté 1,5. Donc le nombre de rouges tachetés qu'on peut obtenir à partir de 60 veaux est la moitié. Ça veut dire 30 veaux de rouge tacheté de blanc. Étudions maintenant un quatrième cas. C'est une découverte d'un chercheur qui s'appelle Lucien Cuno, 1905. Il travaillait sur des souris grises, souris agouties et des souris jaunes. Les souris agouties sont des souris sauvages, sont de couleur gris sombre, alors que les souris jaunes sont dues à une mutation appelée yellow, se traduit par un pelage de couleur brun clair dit souris jaune. Le croisement des souris agouties entre elles donne toujours des souris agouties. Vous voyez, les souris agouties entre elles donnent toujours que des souris agouties. Ça prouve quoi? Que la génération F1 elle est homogène. Ainsi, d'après la première loi de Mendel, les parents sont de race pure. Donc, les souris agouties sont de race pure. Si une souris yellow est croisée avec une souris homozygote sauvage, on obtient, c'est-à-dire une souris agoutie. On obtient toujours 50% de souris agouties et 50% de souris yellow. Donc, agouti avec yellow donne agouti avec yellow. De même proportion 50-50. Si l'on croise deux souris yellow, on obtient 9 souris yellow et 3 souris grises. C'est-à-dire on va obtenir 3 souris grises à partir de 9 souris et le reste, c'est-à-dire 6 bien sûr yellow et 3 souris grises. Des prélèvements. Au niveau des utérus des femelles gravides, femelles porteuses de souriceaux, ont montré la présence des individus morts. C'est-à-dire, ces souris femelles, lorsqu'on voit ou lorsqu'on observe leur utérus, on trouve qu'il y a des individus, des souriceaux morts. Comme question, que pouvez-vous déduire sur la dominance et la récessivité dans ce cas? Écrire les différents phénotypes et génotypes possibles pour les souris étudiées, agouti et yellow.
Donnez l'interprétation chromosomique pour expliquer les résultats obtenus dans les croisements et que peut-on déduire encore. Toujours arrêtez la vidéo sans vous le demander et essayez de répondre et ainsi de suite. Donc si on répond, puisque là on a des souris qui sont agouties avec agoutis, donc c'est pas dans ce cas qu'on va chercher la dominance. Là on voit que les deux parents sont différents d'un même caractère, c'est-à-dire ceux-là sont agoutis et ceux-là sont jaunes. Mais on obtient une génération qui est hétérogène, non homogène. Donc on ne peut pas appliquer la première loi de Mendel. Mais on peut dire que l'un des parents n'est pas homogène. On peut conclure que l'un des parents n'est pas homozygote. Or, on sait que la souris agoutie est homozygote, d'après le premier croisement. Donc, il reste que la souris jaune est hétérozygote. Si on dit qu'elle est hétérozygote, c'est qu'elle porte les deux allèles, jaune et agouti. Mais puisqu'elle est jaune, c'est-à-dire que l'allèle contrôlant la couleur jaune est dominant et l'autre est récessif. C'est pour cela qu'on va mettre grand J pour jaune et petit j pour agouti. On étudie ici un seul caractère, la couleur du pelage des souris. Donc, il s'agit donc d'un cas d'un monohybridisme. Le premier croisement entre souris agouties sauvages ne donne que des souris sauvages. La première loi de Mendel est vérifiée, donc les parents souris agouties sont des lignées pures homozygotes. Le deuxième croisement entre souris jaunes et souris grises donne une génération F1 hétérozygote, avec des proportions 1,5, 1,5. Une génération hétérogène, avec des proportions 1,5, 1,5. C'est un test cross, puisque les souris grises sont homozygotes. Donc la souris ou les souris jaunes sont hétérozygotes et possèdent les deux allèles différents, le jaune et le gris. Seulement l'allèle jaune qui s'est exprimé, on induit que l'allèle jaune est le dominant, noté grand J, alors que l'allèle gris est le récessif, noté petit g, gris. Le troisième croisement entre souris hétérozygotes, les souris jaunes, donne une génération F1 hétérogène. Des souris jaunes et des souris grises confirment que les parents, c'est-à-dire les souris jaunes, sont hétérozygotes, possédant les deux allèles jaune et gris. C'est-à-dire on ne peut pas expliquer l'apparition de ce phénotype récessif que si les deux parents possèdent l'allèle récessif, c'est-à-dire petit g, petit g. Donc ça prouve que ces souris jaunes sont hétérozygotes. On nous demande d'écrire les différents phénotypes. Donc les souris, on a des grises et des jaunes. Le phénotype grise, c'est petit g puisqu'il est récessif. Les jaunes sont grand J puisqu'ils sont dominants. Comme génotype, les grises, on a dit qu'ils sont homozygotes, donc GG. Par contre, les jaunes, ils sont dominants. Ils peuvent avoir deux types de génotypes, soit grand J, soit grand J, petit g. Donnez l'interprétation chromosomique pour expliquer les résultats obtenus dans les croisements et que peut-on obtenir. Troisième croisement. Donc l'interprétation chromosomique du premier croisement, deuxième croisement et troisième croisement. Le premier montre que les souris grises sont de lignée pure. Le deuxième croisement montre que les souris jaunes sont hétérozygotes, alors que le troisième croisement, lorsqu'on a croisé F1 fois F1, c'est-à-dire les souris jaunes avec jaune, on va avoir jaune, jaune, jaune et gris, puisqu'on a un cas de dominance. Donc on va avoir 3 quarts, 1 quart. Or, lorsqu'on compare les résultats obtenus, on obtient 9 souris, dont 3 sont grises. Alors pour expliquer variation, c'est-à-dire on a ici 6 yellow et 3 grises pour avoir 9 souris. On ne va pas avoir 3 quarts, 1 quart. Alors pour cela, on doit expérimentalement, le croisement entre deux hétérozygotes a donné des proportions 1 tiers, 2 tiers. Lorsqu'on voit ces données-là, 9 souris, dont 3 sont grises. Donc on a 3 sur 9, c'est-à-dire 1 tiers, 6 sur 9, ça veut dire 2 tiers. Au lieu de 1 quart, 3 quarts. On a obtenu ici théoriquement. Ceci n'est pas conforme à la loi de Mendel.
Pour expliquer ces résultats, on suppose que les soubresauts de génotype JJ ne naissent pas. Elles restent bien 2 tiers JG et 1 tiers GG, pour que le résultat théorique corresponde au résultat observé, ce qui valide notre hypothèse. C'est-à-dire qu'on va supposer que les souris JJ qui sont homozygotes ne sont pas viables. Alors si on élimine cette case, on va avoir seulement 3 cases, dont 2 cases sont jaunes sur 3 et une case qui est grise sur 3. Donc la proportion 1 tiers, 2 tiers, pour que ces réponses au résultat théorique correspondent au résultat expérimental. Donc on déduit que le gène qui détermine la couleur du pelage chez la souris est létal, à l'état homozygote pour l'allèle dominant. On remarque, un allèle létal provoque la mort de l'individu avant sa maturité ou l'empêche de se reproduire. Cas de l'allèle létal récessif, seuls les homozygotes pour cet allèle seront touchés. Mais l'hétérozygote peut présenter selon le cas des problèmes. Cas d'un allèle létal dominant. Il va tuer aussi bien l'homozygote que l'hétérozygote. L'allèle létal sera éliminé puisqu'il ne donne pas de descendance. À retenir. Les allèles létaux sont des allèles qui provoquent la mort de l'organisme qui les porte. Ils sont généralement le résultat d'une mutation dans les gènes responsables de la croissance et du développement. Ils peuvent être récessifs ou dominants ou conditionnels selon les gènes impliqués. Dans le cas du monohybridisme et en présence de gènes létals, le croisement entre 2 hybrides donne des résultats sous forme de tiers, 1 tiers, 2 tiers de phénotype dominant et 1 tiers de phénotype récessif. Cinquième cas. Chez le poulet, plusieurs mutations ont été mises en évidence. Parmi celles-ci, la mutation courte patte est à l'origine de pattes de taille inférieure à la normale. En croisant entre eux des poulets à pattes courtes, on obtient toujours dans la descendance 2 tiers de poulets à pattes courtes et 1 tiers à pattes normales. En outre, un quart des embryons meurent avant l'éclosion. Ces embryons sont homozygotes pour l'allèle responsable des pattes courtes. Donc, un petit exercice que vous devez bien sûr résoudre d'après les proportions obtenues ici. Arrêtez la vidéo, répondre et on se voit après. Alors, si on détermine l'allèle dominant et l'allèle récessif, on remarque que la génération F1 est hétérogène. Donc, au moins, un des parents est hétérozygote. Et puisque les 2 parents ont le même phénotype courte patte, donc l'allèle responsable des pattes courtes est dominant, qu'on va mettre grand C, et l'allèle responsable des pattes normales est récessif, qu'on note petit n. Leur génotype est simple. Les 2 parents sont hybrides, leur génotype est C, petit n. Interprétation chromosomique, là voilà. Donc on connaît les F1, C, C, ils sont des hybrides, donc grand C, petit n, vont donner des types de gamètes de même proportion, et l'échiquier va montrer qu'on va obtenir 3 quarts, 1 quart, 3 quarts de court et 1 quart de normal. Mais les résultats qu'on a, c'est 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire qu'un des génotypes va être éliminé. Puisqu'on a ici des CN qui sont vivants, c'est-à-dire des poules à pattes courtes qui sont vivantes, donc ceux ou celles qui vont mourir, ce sont les grands C, grands C. Les résultats théoriques ne correspondent pas aux résultats expérimentaux. Ceci est dû à la présence d'un gène létal pour le gène CC. Si on supprime le pourcentage des génotypes CC de l'échiquier, d'accord, on élimine de l'échiquier précédent, les résultats théoriques deviennent conformes aux résultats expérimentaux. Donc, comme bilan, dans le cas d'un gène létal, le croisement entre 2 hybrides dans les proportions 2 tiers, 1 tiers. Et enfin, un 6e cas, certaines mutations des gènes codant pour le récepteur de la lamine BR sont responsables de la maladie de Pelger-Huet
connote pH, décrite chez l'homme. Cette maladie, qui a une hérédité autosomique dominante, provoque une anomalie bénigne de la division des leucocytes. Il affecte également le lapin, le chat et la souris. Dans les années 40, des croisements ont été effectués. Un couple de lapins normaux produit 100% de lapins normaux. Un couple normal de lapins normal est malade, c'est-à-dire on croise un lapin malade et un lapin normal. On obtient 50% de lapins normaux et 50% de lapins malades. Un couple de lapins malades, des croisements entre deux lapins malades, a permis d'observer la descendance suivante au F1. 443 lapins adultes malades, 225 lapins adultes normaux et 10 lapins mourants durant le premier mois. Donc, quel est le génotype des lapins malades? Comment expliquer ces résultats? Donc, toujours d'après les données, on peut répondre. Donc, il faut bien lire les données, les bien comprendre et essayer de répondre tout seul. Donc, l'énoncé indique que la maladie est autosomique dominante. Donc, le génotype des lapins malades est PH+. PH, c'est-à-dire la maladie, et plus, c'est-à-dire normal. Donc, ils peuvent être PH plus hétérozygote ou PH-PH, c'est-à-dire homozygote. Si les lapins malades PH étaient homozygotes PH-PH, alors on obtiendra 100% de PH en F1. Et comme ce n'est pas le cas, les lapins malades sont hétérozygotes, donc PH+, et que l'allèle responsable de la maladie est le dominant noté PH. Donc, pour expliquer ces résultats, on connaît le phénotype et génotype des parents et on met l'échiquier pour le premier croisement qu'on a. C'est-à-dire le croisement des lapins qui sont malades. Les résultats obtenus, les voilà. Un quart normal, un quart malade, homozygote, et 2 quarts malades, hétérozygote. Alors que le résultat observé, on n'a pas un quart. Donc ça veut dire que les dilapros mourront durant le premier mois. Donc on va éliminer cette catégorie de lapins. Et on va avoir seulement cela. Donc 400, 200, ça veut dire 600. 200 sur 600, ça veut dire 1 tiers. Et là, on a 2 tiers. Donc l'un des génotypes ne doit pas exister. Il doit être éliminé. Donc on a 33%, c'est lorsqu'on fait le pourcentage. 65%, soit 1 tiers, 2 tiers. Le pH, les lapins pH sont rares. Seulement 10, alors qu'on attendait environ autant de lapins homozygotes pH, c'est-à-dire 225 lapins, que de plus. Cela signifie que la majorité des lapins, que la majorité des homozygotes pH meurent in utero, c'est-à-dire dans l'utérus maternel. Le reste 10 de lapins meurent durant le premier mois. Parmi les lapins F1, les pH, c'est-à-dire les lapins pH, homozygotes meurent à la naissance et elles restent à l'âge de la reproduction. C'est-à-dire, pour expliquer les 10 lapins qu'on a ici seulement, la majorité sont morts avant la naissance et ceux qui vont être nés, c'est-à-dire les 10 lapins qu'on a ici, vont mourir après quelques mois. Donc, c'est un génotype à éliminer. On déduit que l'allèle mutant pH est létal à l'état homozygote pH, c'est pourquoi les lapins pH sont rares. Septième cas, le cas de la polyallélie. Alors, lorsque je parle de polyallélie, c'est lorsqu'un gène présente plus de 2 allèles pour le même locus. Exemple, le système sanguin, mais un diploïde ne portera que 2 allèles seulement. Or, on sait que chez l'homme, il y a 4 groupes sanguins, A, B, AB et O. Donc, pour comprendre comment se fait la transmission du groupe sanguin chez l'être humain, on va voir petit cas. Il existe beaucoup de caractères qui se présentent sous des phénotypes multiples, chaque caquin étant gouverné par un allèle différent. Le polyallélisme est lorsqu'un gène présente plus de 2 allèles pour le même locus, tel le système sanguin ABO. Les groupes sanguins sont définis par la présence d'antigènes A et B spécifiques à la surface des hématies, c'est-à-dire ce sont des protéines membranaires, protéines à la surface des globules rouges, des cellules sanguines rouges.
La production de ces antigènes dépend d'un gène situé à un locus 1, chromosome 22, chromosome autosomal. Donc, le locus peut porter le code de l'enzyme, l'allèle, c'est-à-dire, on a vu qu'un gène contrôle une enzyme, une protéine, et puisqu'on parle de gène, c'est un allèle, donc responsable de la synthèse des antigènes. L'individu ayant l'allèle A, noté IA, va donc synthétiser des antigènes de type A. L'individu qui a l'allèle B, noté IB, va synthétiser l'antigène B. Il existe un allèle qui ne spécifie aucune enzyme capable de produire un antigène. La fonction, elle est perdue. On le symbolise par I, petit i. Dans ce cas, seul un homozygote récessif II sera le groupe O. Donc I est récessif par rapport à IA et IB, qui eux sont codominants. Les deux allèles, ceux qui sont exprimés. C'est-à-dire un A, il va avoir un IA, là, il va avoir un IB, là, il va avoir seulement un petit I, et là, il va avoir un IA et un IB, d'après ce qu'on a vu dans ce texte. Comme question, en se basant sur vos connaissances et les données de ce document, que peut-on dire sur la dominance des allèles étudiés? Déterminer les différents phénotypes et génotypes possibles. Une paternité est mise en doute. L'enfant est du groupe sanguin O, sa mère est du groupe sanguin A. Quel est le groupe sanguin que le père de cet enfant ne peut en aucun cas présenter? Réalisez l'échiquier pour répondre. Alors, d'après ces données, le caractère étudié est le groupe sanguin. Il est contrôlé par un gène à 3 allèles, A, B et O. Les allèles A et B, notés en majuscules, sont donc codominants, alors que l'allèle O est récessif, noté en minuscule, d'accord, petit i. Si on détermine phénotype et génotype, génétiquement, l'allèle A code pour la synthèse de l'antigène A, et l'allèle B code pour la synthèse de B. Ce sont donc les deux allèles codominants. À côté d'eux, l'allèle récessif O correspond à l'absence de l'antigène pour ce groupe sanguin. Sachant que toute personne est diploïde, il y a donc 4 phénotypes possibles qui peuvent correspondre au génotype suivant. Les phénotypes qu'on a, on a le groupe sanguin A, B, AB, O. Donc ce sont les groupes sanguins qu'on peut observer. C'est ça le phénotype. Maintenant, comme génotype, puisque A est dominant, il peut y avoir deux génotypes, grand A ou grand A, petit o. Pour B, on a grand B ou grand B, petit o, c'est-à-dire homozygote, hétérozygote. Alors que pour AB, il ne peut avoir qu'un seul type de génotype, AB, présence des deux allèles. Alors que pour O, aussi, il est homozygote, il ne peut avoir qu'un seul type d'allèle, O. Alors, pour répondre à la question, l'enfant du groupe sanguin O a forcément le génotype sanguin OO. Oui, pour être O, il faut avoir OO. Puisque sa mère est du groupe A, donc elle a un génotype AO, pour donner un O à son fils. Et son père doit avoir un génotype qui contient aussi l'allèle O, donc soit AO, soit BO. Donc le groupe sanguin que le père ne doit pas avoir est soit BB, soit AA, soit AB. Ce sont les trois génotypes OO est absent. Donc, si on a ici des individus, celui-là est du groupe AB. Donc, vous voyez, il a les deux allèles A et B en même temps. Pour le groupe O, il a les deux allèles en même temps. Et vous voyez, il n'a pas d'antigène ou de protéines membranaires, alors que celle-là, elle porte les deux protéines membranaires A et B. Pour B, il va y avoir BB ou BO, alors que A, il doit être AA ou AO. Elle présente ici les antigènes ou les protéines membranaires A. Et on conclut sur le monohybridisme dans le cas de l'hérédité autosomale.
Donc, hérédité autosomale, c'est la transmission d'un caractère héréditaire contrôlé par un gène localisé sur un chromosome autosomal. On sait que l'homme présente 22 paires d'autosomes. Donc, on peut étudier un gène porté par l'un des 22 chromosomes. Et on parle de hérédité autosomale. On a vu dans ce cas qu'il y a 3 cas. Un cas de dominance, un cas de codominance et un cas de gène létal. Et on a vu que les croisements sont aussi de 3 types. Soit les parentaux P1, P2, soit les hybrides F1 fois F1, soit un type de croisement qu'on a appelé croisement test-cross ou back-cross. Et dans ces 3 cas, on a ici un tableau qui résume les résultats obtenus. Donc, dans le cas de dominance, c'est-à-dire grand H domine petit a, 1 fois P2 sont de race pure. On obtient une F1 homogène à phénotype parental dominant. Lors du croisement F1 fois F1, c'est-à-dire les hybrides, on obtient une génération hétérogène à 2 phénotypes parentaux aux mêmes proportions. 3 quarts dominants et 1 quart récessif. Alors que le back-cross va donner, ou le test-cross va donner des résultats en fonction de l'individu testé. S'il est homozygote, on va avoir 100%. S'il est hétérozygote, on va avoir un demi, c'est-à-dire une génération qui est hétérogène. Pour la codominance, le premier croisement P1, P2, F1 est toujours homogène, mais il présente un phénotype nouveau, un phénotype intermédiaire entre celui des parents. Pour les F1 fois F1, c'est-à-dire les hybrides entre eux, on va avoir 3 phénotypes avec 3 génotypes. De proportion 1 quart, 1 demi, 1 quart. On ne peut pas réaliser ici le test cross. Cas de gène létal. P1 fois P2 donne une F1 homogène à phénotype dominant, alors que la F1 fois F1 donne 2 phénotypes et 2 génotypes dans les proportions de tiers, 1 tiers. Pour résoudre un problème de génétique, quel conseil La résolution d'un exercice de génétique formelle correspond le plus souvent à l'analyse des résultats de croisements expérimentaux. La première étape, analyser les données de l'exercice, c'est-à-dire recenser les caractères étudiés, poser une hypothèse concernant le nombre de gènes en jeu dans le croisement étudié. Si les symboles représentent les gènes ne sont pas imposés dans l'exercice, précisez vous-même ceux qui seront utilisés dans la réponse. Étape 2. Déterminer les caractéristiques du croisement en fonction des proportions observées dans la descendance et déterminer les caractéristiques du croisement. Pour cela, en retrouvant et en justifiant la dominance ou la codominance allélique pour chaque gène, rechercher s'il s'agit d'un test cross ou d'un croisement simple. Si le croisement fait intervenir 2 gènes, rechercher si les gènes sont liés, situés sur le même chromosome ou indépendants. Donc ça, on va le voir dans le cas d'hybridisme. Étape 3, mettre en évidence les caractéristiques du croisement. Pour cela, il faut utiliser ses connaissances et à l'aide de schémas, retrouver les caractéristiques précédentes, c'est-à-dire retrouver les génotypes des parents, déterminer les génotypes des gamètes parentaux et leurs proportions, construire l'échiquier de croisement permettant de retrouver les phénotypes observés dans la descendance et dans les mêmes proportions, établir la relation entre les phénotypes des descendants et leurs génotypes correspondants. Alors, pour un QCM, essayez de répondre tout seul. Voilà la réponse. Maintenant, on va voir des exercices d'application qui ne sont pas résolus. Donc, c'est à vous de les résoudre. Mais avant, je vous présente ici un exercice résolu.
je présente ici un exercice résolu. On réalise des croisements entre des races de drosophiles. Le premier croisement, P1, drosophile au corps gris, avec P2, drosophile au corps noir. On obtient une génération F1 de drosophiles que de corps gris. Le deuxième croisement, F1 fois F1, donne F2, 1050 drosophiles au corps noir et 3450 drosophiles au corps gris. Voilà les questions auxquelles vous devez répondre. Donc prenez votre temps et essayez de répondre à ces questions. Alors comme première question, que peut-on déduire des résultats du premier croisement? Le premier croisement qu'on a ici, gris, noir, on n'obtient que des noirs. Donc on a la couleur de la peau, enfin la couleur de la drosophile, donc on étudie un seul caractère, donc monohybridisme. La couleur présente deux allèles, gris et noir. On a une génération qui est homogène, avec un caractère ou phénotype de l'un des parents, donc c'est lui le dominant, donc gris domine et noir est récessif. Et on note grand J et petit n. Donc, étude d'un seul caractère héréditaire, il s'agit d'un monohybridisme. F1 est homogène, donc les parents sont de lignée pure selon la première loi de Mendel. L'allèle responsable de la couleur grise est dominant, noté grand G. Par contre, l'allèle responsable de la couleur noire est récessif, noté petit n. Si on transforme ces résultats en pourcentage, c'est simple, dans le pourcentage est réalisable. Donc on a pour le gris de la génération F2, 1050 sont noirs, alors que 3450 sont grises. Donc 3450 sur le total fois 100, ça donne 75,66. Pour le normal, 1050 va donner 23. Donc ça nous rappelle le pourcentage 75-25, c'est-à-dire 3 quarts, 1 quart. Donner une interprétation. Donc les P1, P2, phénotype G, gris, noir. Gris, ils sont homozygotes, voilà grand J, Noir, petit n, vont donner un seul type de gamète. Et la génération F1, elle est hétérozygote, donc grand G, petit n, 100% grand G. De même ici, on va avoir le pourcentage 3 quarts, 1 quart. Donc 3 quarts de G et 1 quart de N. Donc si on compare les résultats théoriques avec les résultats expérimentaux, donc ils sont comparables. Donc bien sûr, on peut dire que on est dans la bonne voie. Donc le génotype de drosophile noir F1, c'est NN, alors que le génotype de drosophile grise, ils peuvent être soit grand G, soit grand J, petit n. Voilà. G, il peut être grand G, soit G peut être grand G, petit n. Proposer une technique pour... Donc la technique, c'est le test cross. Donc pour connaître exactement le génotype des drosophiles grises de F2, on réalise ce qu'on appelle le test cross, croisement entre la mouche grise de F2 et une mouche de phénotype récessif, mouche noire. Et voilà les résultats. Si on a 100%, la mouche testée, elle est homozygote, c'est-à-dire grand G, si les résultats sont 1,5, la mouche testée, elle est bien sûr hétérozygote, et on a comme génotype G, enfin grand G, petit n. Maintenant, on passe à des exercices non résolus. Prenez votre temps pour les résoudre. Voilà, exercices qui sont très variés, mais qui répondent tous au monohybridisme. Je vous souhaite bon courage. Et on se voit à la prochaine vidéo. Toujours comment se fait le transfert d'un caractère, mais dans ce cas, contrôlé par un gène porté par un chromosome sexuel.